secondes, s'il vous plaît. Ce qui nous est, je pense, c'est comme ça qu'on ne devrait pas être totalement sur alors, le parquet général vous a fait venir ce matin à la je pense en fait sur votre audience, votre procès du demain. Vous avez cité au cœur, je dirais, de la famille. Les deux principaux accusés, à savoir Dame Valentin, Marie-Aimée, son fils, Valentin, nous dit Édouard. Alors, quand vous êtes au milieu de pour le savoir, les faits qui leur sont attribués, qu'est-ce que vous voyez de transactions financières? Qu'est-ce que vous avez constaté pendant que vous savez? Je n'ai pas votre procès, un peu très bas. Qu'est-ce que je observe? Au niveau des transactions financières. Transactions financières. À mon niveau, j'ai été gérant de SCP, notamment la SCP ICIA. La SCP ICIA, c'était une société qui s'occupait des règlements de tout ordre quotidien, notamment la Villa Dame, c'est-à-dire l'ancienne résidence de M. Ademobo et oui. La SCP ICIA s'occupait des règlements d'entretien, d'achat et également des salaires de ces employés privés, notamment moi, qui était un employé privé de Mme Sica. Nous étions tous employés au sein de la société NAM, de la société SCP. Les transactions financières sont gérées normalement par Mme Pascal, qui était la comptable de Mme Sica au départ. Moi, j'ai été gérant juste au niveau du palier. Et la vraie gestion de la société se faisait par l'intendant de la résidence. C'est-à-dire que c'est l'intendant qui s'occupait de s'entretenir avec le sentiment vous permettre de plus fort, c'est vrai qu'il y a un problème de effectivement. Je vais essayer. Oui, donc au niveau des transactions financières, Mme Sica n'est pas allée à une comptable, qui s'appelait Mme Pascal, qui s'occupait justement des comptes des sociétés. Donc il y a moi, j'étais gérant de 3 sociétés. La société SCP Histoire, comme je l'ai expliqué, s'occupait des résidences privées, donc la Villa NAM, la Villa BNP. La Villa BNP, c'est l'ancienne résidence au Palanda. Et également les résidences de la ensuite, la deuxième société s'appelait la société West One Jet. Société West One Jet. oui. Cette société s'occupait uniquement des règlements
des dépenses de sa résidence privée de Londres. Donc, les salaires des employés, les entretiens et le reste. Et de même, cette société est gérée par l'intendant privé de Londres. Et les comptes sont gérés par Mme Pascal également. Mais donc les fonds de gestion de faire résidence étaient des sauvegardes personnels. Exactement, ce sont des comptes qui sont domiciliés à PGFI ou PGD dans les banques qui sont au gouvernement. Nous, c'est comme là-bas, il n'y a pas beaucoup de ça. Mais concernant l'immobilier, j'ai été payé par la SCPICA, donc Madame Sylvia. Et à un moment ou l'autre, vous n'avez pas perçu le fonds du trésor, en fait. Nous, au niveau de la Cour, nous avons le trésor. Bien officiel. Bien que dans les déclarations de plusieurs personnes, vous parlez de budget. Ne vous payez pas? Non. Pour moi, personnellement, ce n'est pas un budget particulier, mais pour les dépenses de Mme Sylvia, c'est le budget qui était à disposition. Donc, le droit de la donc, c'était des fonds qui provenaient du trésor public, mais pour la gestion de toutes ces résidences, y compris cette œuvre. Maintenant, ces fonds ne sont pas remis directement. Nous l'avons parfaitement. Mais à quoi titre personnel, on ne s'est pas numéré sur les fonds. En fait, même si vous étiez numéré par la SCPICA. Et le fonds de ce qui provenait du trésor. Rien. Les fonds de la SCPICA provenaient du compte de Mme Sylvia de son mari. Le compte monsieur et Mme PG. Oui. Maintenant, comment est approvisionné le compte de monsieur et Mme PG? Je n'ai pas la vue sur ça. C'est la comptable qui est en relation avec Mme Sylvia et vous étiez conducteur de l'idée de cette personne, puisque vous connaissez même le compte qui est alimenté par l'approvisionnement de cette société. Le compte que nous avons être au centre. Moi, j'avais pas joué. Je crois qu'hier, il y a eu Madame qui est passée, qui a parlé de certains décennies dont je ne suis pas au courant. Donc, je veux dire que je ne suis pas aussi. Ça dépend comment on appelle être au centre. J'ai été au centre dans le. Mon rôle principal, qui fait était de m'occuper de ces voyages. Et je faisais un peu le protocole privé de Mme Sylvia. Et également quand M. Morelli et Frédéric étaient encore à l'école à Londres, je m'occupais de leur rendre des billets d'avion, des réservations. Voilà. Donc je jouais un peu le rôle du protocole. Et de ce fait, j'étais dans son quotidien. Mais je n'avais pas la gestion des comptes des sociétés de Madame Sylvia. Donc, j'ai vu, comme vous l'avez dit, il y a certaines choses que j'ai vues, mais je n'ai pas été au contact de la gestion de ces sociétés. Là, vous comprenez parfaitement. En fait, c'est quand vous apportez la précision de la domiciliation des comptes, vous connaissez quel compte alimenter, quelle chose, peut-être des niveaux très élevés. Et par notre niveau, notre personnel de maison, je ne sais pas où les fonds proviennent pour le paiement de leur salaire. Mais quand vous allez s'appeler pour ces dégâts, par exemple, la Cour externe, vous étiez vraiment au cœur de la gestion. Parce que là, il s'agit de leur public. Oui, mais en fait, je m'occupais également des rendez-vous de Mme Sylvia. Donc, quand sa comptable demande parce qu'elle avait rendez-vous une fois par an avec Mme Sylvia, et donc lorsqu'elle demandait, par exemple, comment au rendez-vous avec Mme
m'expliquer un peu pourquoi c'était le rendez-vous. Et ensuite, bon, c'est vrai qu'entre collègues, il y a certaines choses qu'on se dit. Voilà. Ça, que je suis au courant de certaines choses que j'ai entendues. Maintenant, s'il faut que je vous présente des choses, ce sont des personnes comme Mme Pascal qui pourra. Voilà, vous êtes en revanche, vous avez travaillé avec. J'ai commencé en fin 2009, en octobre 2009, et donc 14 ans. Je pense dans les événements, les positions, vous avez commencé à travailler comme sécurité, et puis également, vous avez servi, nous appelons le traitement de certaines de la société. Oui. Là, les deux là. Il y a aussi une société qui s'appelle SCPQDLA. Oui. Qui, de la même façon, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que je suis sur le papier gérant, mais la gestion de la société se fait avec d'autres personnes. Comme moi, je m'occupais de ces voyages et que je voyageais toujours beaucoup avec elle. Donc, je me faisais très souvent à l'étranger. Et donc, je me suis resté vraiment dans la gestion des sociétés. Et la SCP qui est là s'occupait de souvenir des travaux. Des travaux. Il y avait notamment, je crois qu'hier, Madame Muriel avait mentionné une villa qui se trouve collée à la Villa Nam, c'est-à-dire à la résidence de M. Nouveau. Il y a eu une villa qui a été construite. C'est là que la voilà, c'est la villa qui est tout au fond, avant l'entrée de la plage. Quand on prend cet hôtel, la première villa, second, je crois, pour le conversation. Quand on va entrer dans la ruelle, il y a d'abord, hier, je crois que Mme Muriel avait mentionné, comment il appelait ça? L'animalerie. Exactement. Un jardin potager, quelque chose qu'elle avait mentionné. Donc, quand vous entrez, il y a d'abord le potager à gauche. Ensuite, il y a la maison principale. Et du coup, il y a une villa. Donc, la construction de la dernière villa récente a été faite, je pense, avec la société Qdela. Maintenant, la société Qdela, il n'y a pas d'attendant parce que ce n'est pas indiqué, ça concerne les travaux. Madame Sylvia Bonneau avait un directeur de projet qui s'appelait M. Guigé Rapport, M. India, qui s'occupait de tous ces travaux, tous les travaux de Madame Sylvia Bonneau. Et donc, c'est ce monsieur qui s'occupait des projets. Lorsqu'il recevait des factures, il transmettait à Madame Pascal Président, qui, après validation de Mme Sylvia Bonneau, elle effectuait les règlements. C'est un peu le fonctionnement des sociétés qui sont de vous les questions en lui-même. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser quelques questions à Monsieur Kim. Oui. Première question. Est-ce que vous reconnaissez avoir géré la société Port Afrique d'énergie? Non. Non. Autre question. Vous avez déclaré que vous avez travaillé avec le couple depuis 2009. Vous avez déclaré que vous étiez payé à 2 200 000. Oui. Et qu'à partir de 2023, M. Bongo Valentin Mouridine vous donnait des primes de 10 millions par mois. Est-ce vrai? Oui. Est-ce? Vous comprenez le sens de la question? Oui. Parce que, en matière d'entreprise en difficulté, ce qu'on appelle la période suspecte. La période au cours de laquelle le président est complémentaire finalement. Tout se faisait n'importe où.
vous avez bien fusé un manque de rémunération de 2 millions depuis 2019. Et dès que nous sommes rentrés dans cette période de succès, tout à coup, 2 millions, on a gardé, c'était une empire. Fusé dans les fonds de l'État. Mais vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Il faut peut-être s'appeler à M. Kim. Il faut s'appeler à M. Kim. C'est vrai qu'il a entendu un petit renseignement, mais il se doit de dire la vérité à la Cour. On lui a posé la question de savoir s'il connaissait la société Énergie. Il a répondu ici non. On lui repose la question, est-ce qu'il connaît la société, il a entendu parler de la société Énergie? J'ai entendu parler de la société Forafrique, et la question qui m'avait été posée, c'était si j'ai géré la société Forafrique et j'ai entendu parler de la société Forafrique. Est-ce qu'il peut nous parler de cette société? Qu'en savez-vous de Ce que je sais de la société Forafrique, je crois que c'est la suite de la BC. Pas encore. Quel mot c'est le Je crois que cette société est gérée par des je n'ai pas exactement. récupérer sur le plan de la gestion uniquement, c'est-à-dire modification des documents. Si on leur donne le Comment il a modification des documents? Juste la modification des documents. Oui. Et ce que je sais, c'est que cette société avait un permis pétrole. Oui. Détenait un permis de pétrole. Bon, non, après, il y a eu votre exploitation, je pense à tout seul au courant, mais il était en contact avec Ferrand. Voilà ce que je peux dire. C'est vrai, le procès de M. Kimoun, sa partie de même, c'est juste par rapport aux accusés. Nous sommes en train d'examiner le dossier et poser une question irrelative. Ce n'est pas le procès de M. Kimoun que nous examinons. En fait, je dois essayer. Monsieur le Président, les questions qui ont été posées à M. Kim ne sont pas fortes. Nous sommes dans une compréhension des infractions. Ce témoin est là à titre de renseignement. La société Forafrique est une société qui est détenteur de 2 puits pétroliers et qui a été géré par un de ses compatriotes qui était aussi affecté à la sécurité de la première dame, M. Kim Souk. Parce que lorsque M. Kim Souk a répondu à la barre, il a répondu à la barre en disant « Je ne sais pas, cette société était gérée par un proche de M. Ali Bongo Ondimba. » La question qu'on aimerait poser à Kim Poon, c'est de savoir, M. Kim Souk est-il un proche de M. Ali Bongo Ondimba? M. Kim Souk est-il un compatriote de M. Kim Poon? Ou M. Kim Souk est-il un parent de M. Kim Poon? C'est la question. Vous pouvez répondre directement à la question. Ceux qui se concernent, et il avait été. Pardon? Oui, le président. C'était une affaire D'accord. Et il a connu M. Noureddin, et c'est M. Noureddin qui a demandé à ce que son nom soit sur la société Forafrique. Il gère le permis pétrolier. C'est précis. Nous autres gouvernements. Merci, Monsieur le Président. Ce que je souhaiterais poser une série de questions à M. Kim. Première question, au lendemain du coup de libération, il y a eu des images, comme tout le monde, nous vous avons vu devant des cantines remplies de billets d'argent.
quel était le montant exact de l'argent qui était retrouvé à votre domicile et d'où sortait cet argent? Première question. Deuxième question, vous avez déclaré que vous vous occupiez des voyages, en l'air vous faisiez du protocole privé et que vous n'aviez pas la gestion des comptes de Mme Sylvie et Marie Valentin Doucebon. Toutefois, puisque vous étiez avec elle, est-ce que vous nous donnez une idée à peu près des dépenses privées, c'est ce qui vous suivez de tout ce qui était privé, une estimation des dépenses de Madame de l'ancienne première dame. Trois premières questions. Répondez directement à la question que demande la provenance des fonds au 30 août. Vous provenez-il? Petite précision. Déjà, l'argent n'a pas été retrouvé à mon domicile. L'argent n'a pas été retrouvé à mon domicile, mais l'argent a été retrouvé au bureau. Le bureau qui sert... Le vôtre? Pardon? Le vôtre ou votre bureau? On ne peut pas appeler mon bureau puisque je travaille pour Madame Sylvia Bongo. Donc c'est le bureau avec d'autres personnes qui travaillent justement de mon équipe. Alors, l'argent qui a été retrouvé, c'était l'argent de la campagne électorale. Alors, pendant la campagne, ils avaient ce qu'ils appelaient un QG au niveau de batterie 4. Et c'est là-bas où tout le monde se retrouvait pour organiser la campagne. Tout le monde qui? Ils avaient mis des cellules, oui. Ce qu'ils appellent cellules politiques, cellules logistiques, cellules financières. Il y avait qui, par exemple, vous connaissez quelques noms des personnes faisant partie de ces cellules? Alors, la cellule communication était gérée par Monsieur Jesse Laikoka. Oui. La cellule opération était gérée par Monsieur Alex Bongo et Monsieur Abdul Hosseini. La cellule stratégique et politique était gérée par Monsieur Yann Goulou et Monsieur Steve Dieko. Et ensuite, il y avait la cellule financière qui était gérée par Monsieur Yann Koubdje et Marie-Claire Chabandé, alors, l'argent qui est retrouvé au bureau, alors, je vous disais qu'il y avait un sujet au niveau de l'APK, et c'était une maison avec un grand jardin au milieu, tout ça. Donc, je crois que c'est la cellule financière, parce que je ne connais pas ici, c'est M. Yann, c'est Mme Marie-Claire, a mentionné le fait que, comme il y avait un grand jardin et qu'il y avait des immeubles autour, il y avait une vue directe sur le budget, l'idée que c'était sensible pour le transport de l'argent, et vu la situation géographique de mon bureau qui est collé, c'est un bâtiment qui est collé à la maison NAM, c'est-à-dire l'actuelle résidence de l'ancien président. Donc ils m'ont sollicité si j'avais une pièce libre dans notre bureau. J'ai confirmé qu'il y avait bien une pièce libre, et c'est là où M. Yann Koubdje est s'installer au bureau avec un coffre, et la transaction pour la campagne se faisait à l'intérieur de cette pièce. Les clés étaient gérées par Marie-Claire Chabandé et M. Yann Koubdje. Je n'avais pas assez au coffre de cette pièce. Et à partir de ce moment, j'ai demandé si le bureau peut être gardé par
Il y avait des transactions d'argent. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont mis la sécurité pour garder. Toutes les transactions qui se faisaient par M. Madame. Par conséquent, on ne peut pas connaître le montant discours. Non, je ne peux pas dire le montant. D'ailleurs, le premier jour où on a emmené ce premier, j'ai bien précisé que je n'avais pas la clé du coffre. Et c'est déjà François, monsieur le président de la mission, est-ce qu'il peut nous donner le montant exact de la campagne? Quel était le budget, le montant, le budget initial de la campagne? Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont venus stocker à la maison, au bureau. Oui. Maintenant, j'ai assisté à une réunion. Oui, j'ai assisté, c'était la première réunion de présentation de budget. Je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais moi j'ai assisté à la première réunion où le budget total représentait environ 80 milliards. Donc, le budget de la campagne, la dernière campagne de la campagne de 2023, le budget était de 80 milliards. Au départ. Et ces 80 milliards devaient servir à quoi? C'est quand même colossal comme montant, 80 milliards. Alors, le budget avait été préparé par chaque cellule, les cellules dont je vous ai cité tout à l'heure. Les 4 cellules, oui. Chaque cellule a fait sa proposition de budget, et c'est le total qui faisait ce. Donc chaque budget avait été présenté par les responsables de chaque. Et les 80 milliards devaient servir à quoi? Uniquement à payer les gadgets. Ces 80 milliards, c'est quand même un montant colossal. Je comprends bien, monsieur le procureur général, mais je pense que la question doit être posée aux responsables de chaque cellule. Non, j'ai cité les noms. Parce que les autres qui ont. Oui, mais vous avez quand même assisté à certaines. Par exemple, vous avez assisté à la première réunion, vous avez dit qu'il y a une partie de la flotte qui devait servir à chaque 100 véhicules. Est-ce que ces 100 véhicules ont été achetés ou pas? Oui, ça a été acheté. Ces 100 véhicules ont été achetés. Acheté et mis à disposition des différentes cellules. Et mis à disposition des différentes cellules. Oui, très bien. Il y avait également des dépenses concernant les transports, les dotations de bus pour l'opération. Je pense qu'il ne faut pas poser la question à chaque. Et sur le rythme des dépenses de Mme Sylvia, si vous pouvez nous donner à peu près l'estimation des dépenses. La deuxième question, monsieur le procureur général. Oui. Une estimation, ça. En euros. Bon, après, ça concerne ma partie. Oui, oui, votre partie, c'est moi, ce qui est bijoux, vêtements, fait l'achat comme vêtements ou accessoires, comme bijoux. Et ça dépend aussi quand il y a des fêtes ou pas. Alors en moyenne, on va dire dans les 500 millions par mois. 500 millions par mois. Entre 400 et 700 millions par mois. Oui, parce que lorsque vous avez été entendu, vous avez dit que par an, c'est les dépenses privées de Mme Sylvie Aimé Marie-Margaret du Congo, en ce qui concerne les bijoux, les tableaux, les vêtements de luxe, c'était de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros par an. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Ça fait combien de francs CFA? Environ 30 millions. 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. Donc 2 milliards d'achats uniquement pour les bijoux, les vêtements et les tableaux. Ça n'a rien à voir avec les acquisitions immobilières, ça n'a rien à voir avec les autres. Uniquement tout ce qui est bijoux, vêtements et accessoires. Merci. Vous avez une troisième question? Peut-être même avant de poursuivre, personnellement, notre plaisir s'agissant de ce cas qu'on a eu lors de l'Euro des Suisses. Pouvez-nous nous accompagner? Alors, je n'ai pas dit que j'avais vu le visite
explicitement le cacher. Mais j'en ai entendu parler, j'étais au courant de l'existence du cachet. Maintenant, dans la définition, j'ai dit que lors d'un voyage avec une édition à Colomba, M. Libresson Bongo est arrivé à Parador. Il a plus le garçon. Le garçon. Et est venu rendre visite à sa mère avec le Parador. Et lorsqu'il est rentré dans la maison, Madame Sylvia Bongo m'a demandé d'appeler la dame de son famille, Madame Adèle. Cette dame, c'est celle qui s'occupe de tous ses bagages, donc c'est elle qui connaît exactement ce qui était dans chaque bagage. Donc elle m'a demandé de l'appeler pour qu'elle puisse lui apporter le cachet. S'il vous plaît. C'est une disposition donc vous avez connaissance de l'existence du cachet. Et lors d'un message de moi à Londres, vous avez entendu la première dame envoyer sa dame de secours pour le titre à la problème. Donc aller chercher le cachet, le fameux cachet simple avec lequel les réponses du musulman auraient été signées. À cette époque, le Bongo Balanchon pouvait faire fonction lors de ce déplacement. Était-il encore comme le père général des affaires présidentielles? Nous ne sommes pas à faire régulièrement. Je crois que vous étiez en 2020-2021. Je n'étais plus coordinateur général des affaires présidentielles. J'avoue que je ne suivais pas trop l'actualité. J'ai entendu à un moment qu'il n'était plus, mais je ne me rappelle plus de la date exacte. En fait, je travaillais pour Mme Sylvia. Et M. Bongo Valentin avait ses employés. Il n'y avait pas de contact entre moi et M. Christophe Français. Même à Londres, il avait sa résidence. Donc, il venait de temps la mère. C'est pas le même résidence que ses parents. Il avait sa résidence. Maître, vous donne la parole. Monsieur le Président, nous sommes un peu choqués pour 80 milliards de campagne présidentielle. 80 milliards dont aucun des accusés n'avait possible. 80 milliards qui n'existent pas sur le compte bancaire de qui que ce soit, donc nous savons que ces 80 milliards viennent bien de quelque part. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont morts, ce sont les citoyens gabonais qui sont en train de payer l'addition. Monsieur le Président, il est important de poser une question à M. Kim Hoon, une question qui est une simplicité certaine, c'est de savoir, M. Kim Hoon, lorsque vous voyagez avec la première dame, pensez-vous ou avez-vous je reprends les mots, parce que les mots, la langue est en train de fourcher, l'émotion est à 80 milliards. Vous voyagez avec quels avions? La première dame était propriétaire d'avions. Connaissez-vous la société Magic Jet? Jet Magic. Répondez directement pour ceux du monde. Ce fameux jet magique, vous savez. Alors, Madame Sylvia Bongo voyageait toujours avec le trip Boeing 737 qui m'intitulait P4 BDG. Je crois qu'hier, Madame Muriel, donc, vous avez posé la même question à Madame Muriel concernant l'avion. Et je pense qu'elle vous a répondu que pour voyage, ça a été une location. Au départ. Voilà. Alors, on sait. je rejoins un peu ce qu'elle a dit. En 2019, avant l'ABC, il a été dit à tout le monde, y compris moi,
cet avion était une location. Et après la décès de M. Bongo, Mme Sylvia Bongo et M. Noureddine ont affirmé que cet avion leur appartenait. Et ils m'ont demandé de contacter M. Antoine Aliette de la société Jet Magic. Jet Magic, en fait, c'est la société qui s'occupait de l'opération de l'avion. Donc jusqu'en 2019, j'étais en contact avec la société Jet Magic, moi en tant qu'organisateur du voyage, et Jet Magic en tant que, pour moi, les gens qui étaient propriétaires de l'avion. Et c'est eux qui géraient les opérations. Donc quand il y avait un vol, quand il y avait un vol à programmer, je leur donnais le programme du voyage et eux, ils organisaient à mettre l'avion en place. C'est comme ça que ça se passait. Et en 2019, Mme Sylvia Bongo et M. Noureddine m'ont affirmé que l'avion leur appartenait, m'ont demandé de contacter M. Antoine Aliette afin de récupérer l'avion, c'est-à-dire de mettre l'avion à l'ordre. Donc j'ai contacté M. Antoine Aliette et on avait organisé un rendez-vous avec M. Noureddine Bongo et M. Antoine Aliette, et à l'époque avec M. Arthur Delaunay. Je crois qu'il était direct. Il était conseiller spécial du président et DG de la et c'est lui qui gérait un peu qui connaissait un peu comment ça se fait au niveau de l'avion. Oui, parce que je pense qu'au niveau des documentations, tout ça, c'est compliqué. Et moi, je m'occupe des voyages, mais je ne connais pas du tout comment ça se passe. Donc, M. Delaunay a fait partie du rendez-vous. Et lors du rendez-vous, M. Antoine Aliette a reconnu que l'avion ne lui appartenait pas, mais que ça appartenait à M. Ali Bongo Liba. Et donc, ils m'ont demandé de transfert de la propriété de l'avion. Et par la suite, il y a un monsieur qui s'appelle M. Alain Malek, qui est l'avocat de Mme Sylvia Bongo et M. Noureddine, qui a intervenu dans la transaction de transfert de propriété. Et moi, je jouais un peu le lien entre M. Alain Malek et M. Antoine Aliette, parce que M. Alain Malek avait besoin de certains documents de la part de M. Antoine Aliette. Je le contactais pour transmettre les documents. Et juste à ma connaissance, l'avion ne pouvait pas devenir directement la propriété de M. Noureddine ou de Mme Sylvia, parce qu'apparemment, Boeing vérifie l'identité pour des raisons de sécurité. Je pense qu'il vérifie les propriétaires de chaque avion. Et du coup, ça c'est ce que j'ai compris, je vous explique ce que moi j'avais compris de voir. Et donc, ça devait d'abord transiter par d'autres sociétés avant de leur venir. Donc, il y avait eu d'abord un transfert par une société hongkongaise, dont M. Alain Malek connaissait. Et jusque-là, je m'étais occupé du relais entre M. Antoine Aliette et M. Alain Malek. Et une fois que l'avion est passé à la société hongkongaise, à partir de là, maintenant, M. Alain Malek s'occupait directement de la transaction avec M. Noureddine. Et donc, à partir de là, on n'est plus sur la question. Mais la destination finale, c'était, je crois, il devait partir à Dubaï. Vous m'avez expliqué finalement à Dubaï. L'immatriculation peut rester, je crois que l'immatriculation c'est mal. L'immatriculation peut rester, c'est la propriété qui change. Donc, la propriété peut appartenir à une société, je crois que la société d'ailleurs qui détenait l'avion, c'est une société hôtelière de 1 milliard. Mais l'immatriculation de l'avion est faite à Malte.
Maître, la parole. Monsieur le Président, il est forcément de monsieur qui nous concentrait dessus sur le mot d'organisation et sur la moralité des accusés. Monsieur le Président, monsieur Kimpoun, qui était en contact des accusés, qui était au contact des accusés, a-t-il souvenance de ce qui s'organisait, il organisait en termes de logistique et déplacement international, de savoir si il procédait à les règlements de l'affrètement de cet avion. Non, l'affrètement de l'avion, je ne le faisais pas directement. Je devais, la facture, jusqu'en 2019, la facture était transmise directement à M. Arsène Mbolo, qui à l'époque était chef de camp du président, de l'ancien président actuel. Et c'est lui qui s'occupait du financier. Donc c'est déjà qui facturait directement à M. Arsène Mbolo. Et à partir de 2009, après le départ de M. Arsène Mbolo, la facture a été transmise pour transmission à M. Gaffier. Est-ce que C'était pas une facture régulière, mais je pense qu'elle s'est levée autour de. Je pense 200 millions par mois. Oui. Parce que c'est facturé par rapport au vol. En moyenne, 250 millions pour des frais de location à l'époque, peut-être des frais inhérents. Jusqu'en 2019, je ne recevais pas les factures directement, donc je ne connaissais pas le montant. C'est François lui-même directement avec M. Mbolo. Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, les réponses sont claires. Nous avons un avion qui appartient aux accusés, qui est loué via une société, et les accusés payent les factures à l'affréteur de cet avion. En français facile, un avion dont les propriétaires, l'entretien est assuré par l'État, l'État paye la location pour les déplacements des propriétaires qui s'y trouvent. Donc l'État tirera les conséquences de ces observations. Je vous remercie. Vous avez compris l'observation de maître. En fait, c'était leur puisque les factures qui provenaient, comme nous l'avons dit, étaient payées par le trésor public. Donc le trésor public, il versait donc 250 millions. C'était qui jouait le contrat. Monsieur le Président, non, pardon. Vous avez parlé du gouvernement 1797. En dehors de cet avion, il y avait quel contrat de budget. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui appartient cet avion? Comment cela s'est passé, l'acquisition de cet avion? Non, il y avait un autre avion qui s'appelait, je ne connais pas le nom. Le budget. On parlait du budget, on a parlé tout à l'heure. On a parlé du c'est pas le 727. Non, le paiement, c'était le PKD, c'est ça le budget. Il y avait un autre avion. Alors l'autre avion, c'est le 757. 757. Voilà, il est plus grand. Il a été présent, il a été. Enfin, ils ont soulevé le 757, c'est 757. 757. Le 777, je crois pas tout ça à l'État. 777 appartient à l'État. Je n'ai pas les documents, mais c'est le grand avion avec le drapeau gabonais. On a expliqué, je pense, quelques temps pour les voyages officiels. Donc le 737, c'était un. D'après c'est l'État. Lorsqu'ils avaient rencontré avec M. Antoine Delaunay, avec M. Bréville, il y avait un deuxième avion. S'il vous plaît. Deuxième avion, oui. Il y avait un deuxième avion qui était un 757. Pour l'immatriculation, je n'ai pas en tête. Alors cet avion était appartenait apparemment à M. Ali.
Ils ont demandé également le transfert de cet avion, mais lors du transfert, M. Antoine Ayer a soulevé un sujet comme quoi que cet avion, depuis l'achat, il n'y avait que des pannes, et il y avait une grosse panne sur le moteur, et donc cet avion était en déficit de, à l'époque, je crois, de 7 millions d'euros, de dollars. Et du coup, ils ont d'abord laissé de côté cet avion, parce que pour pouvoir faire le transfert, vous allez devoir payer. Ils ont demandé à régler cette facture de 7 millions. Donc ils ont demandé de laisser cet avion de côté, et je me suis occupé que du transfert du billet. Voilà. Donc maintenant, le deuxième avion, bon, ça c'est maintenant un discussion qu'il y a eu entre M. Antoine Ayer et moi. Disait comme quoi que l'avion, déjà au départ, à l'achat, n'était pas un avion à acheter, il était déjà trop vieux. Il était payé l'occasion. Ils ont été payés l'occasion, les deux. Ce qu'il m'a expliqué. Nous autres, regardons la Merci de vous avez parlé de M. Malek. Oui. Lors de la transaction du premier avion, vous avez négocié avec lui. Quelle dernière dépense même année? Alors, M. Alain Malek, ce que je sais, c'est qu'il est avocat à la société Barton Road. Je le connaissais comme l'avocat de Mme Sylvia Bongo et de M. Noémie Bongo-Baron. Mais je crois qu'il était plutôt avocat des financiers et entreprise. Donc c'est M. Alain Malek qui s'occupait un peu des créations des sociétés à l'étranger ou des transactions financières. Et également, c'est lui qui présentait à Mme Sylvia Bongo des banquiers pour des ouvertures de comptes en banque en Suisse. Mais, oui, Monsieur le Président, je fais observer à la Cour, alors que le Gabon n'a pas de compagnie nationale, Monsieur Nouridine Bongo et sa mère étaient propriétaires de 2 avions. Et qu'ils louaient ces 2 avions à l'État gabonais. Nous allons, au moment opportun, vous indiquer le préjudice moral que l'État, préjudice moral de l'État à la suite de ce type de comportement. le montage. Mais, Président, nous avons l'impression que le Gabon a basculé à l'AVC de M. Ali Bongo en débat. Ce sont les épouses et son fils se sont précipités à récupérer ses biens. Est-ce que monsieur, et on a remarqué que tous les collaborateurs du chef de l'État, lorsque M. Ali Bongo Ondimba a été victime de l'AVC, ont subi des augmentations d'argent, salaire. Monsieur le Président, soit comme tous les Gabonais, nous sommes curieux de savoir ce qui s'est passé. Monsieur le Président, M. Kim Oun a parlé de Mme Adèle. Mme Adèle qui était on va dire, c'était 24/24 avec la première dame, qui était la dame de confiance de la première dame. Est-ce que cette Madame Adèle a un nom? dame de compagnie. La dame de compagnie. C'est pour son nom de famille. Elle s'appelle Médès. Médès Adèle Djibril. Elle était de nationalité gabonaise aussi. Elle était de nationalité béninoise. Se trouve-t-elle toujours sur le territoire gabonais? Je ne peux pas vous répondre. C'est des renseignements. Nous voulons juste
Cela concerne les accusés et... Monsieur le Président, ce genre de question, c'est pas une réponse. C'est de l'ordre. C'est juste pour nous éclairer sur les accusés. Il ne faut pas savoir. Monsieur le Président, Monsieur Kim Nouménat, de renseignement, communique ses réponses ne rendent aucun effet sur la situation juridique de ce dossier. Il le sait déjà. Il faut vous éclairer. Il dit de sa situation juridique puisqu'il ne doit pas être jugé aujourd'hui. Monsieur le Président, on a bien compris comment étaient organisées les choses. Et Monsieur Kim Poul était proche de la première dame, de l'ex-première dame, plutôt. Les choses ont un peu changé dans notre pays actuellement. Est-ce que M. Kim Poul, dans ses contacts avec la première dame, connaissait avec précision les biens dont elle était propriétaire à l'étranger? Puisqu'il a fait avec cette dame, puisqu'on a eu dire dans les journaux que l'État gabonais avait tout arraché aux accusés. Donc il est important que M. Kipoul ou Jean-Pierre Amar nous disent si l'État gabonais a tout arraché à ses accusés, qui n'ont plus ni maison, ni compte, ni logis, et qui vivent à la belle étoile. Est-ce que M. Kipoul peut répondre à cette question? Monsieur Kim, oui. Il s'est dit, nous suivons tous les réseaux sociaux, des fois, il y en a qui passent plus de temps, d'autres un peu moins. Et il y a plus. Donc, je pense qu'on peut arracher tous les biens. Vous connaissez leurs biens. Surtout ceux se trouvant à l'étranger, bien immobilier. Je peux vous dire ce que je sais. Oui. Je ne sais pas ce qui est arraché, parce que je ne suis pas connecté. Bon. Déjà, tous les biens qui sont à Libreville, les seuls que je connais, c'est sa résidence à Nam. Je sais qu'ils ont un terrain côté plage pour la... Le terrain à Nam est arraché. La résidence à Nam. Donc, on l'a arraché. C'est qui habite actuellement? Comme je vous dis, depuis le 30 août 2023, je ne suis pas connecté, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on n'a pas pris. Donc, en fait, tous les biens immobiliers de la famille, d'après ce que je sais, sont gérés par Mme Muriendo. Et pour l'extérieur, c'est monsieur, il y a certains, je pense, que Mme Muriendo gère, et d'autres par monsieur Alain Malek. Alors, ils ont une résidence à Londres. Ils ont une maison à Londres, style londonien dans le centre de Londres. Ils ont une grande maison à Marrakech, qui est en construction. Ils ont une maison à Rabat. J'avais mentionné tout à l'heure que M. Nouvelle aussi avait sa maison à Londres. Et à Paris, ils ont un appartement à Montfoche. Et à l'étranger, c'est tout que je... On ne peut pas, puisque vous n'étiez pas là, certifier des déclarations non fondées, on est fait pour faire étage. Non, ça je... Et à Dubaï, il faut aller à l'hôtel. Donc, je n'ai pas connaissance d'une maison à Dubaï. Et côté M. Noureddin, je ne voyage pas avec lui, donc je ne connais pas ce question. Les seuls biens de M. Noureddin que j'ai entendu, c'est la maison de Rabat qui appartient à la famille. Et la maison qui se trouve à la... Question pour 308 mètres. Monsieur le Président, le témoin est très intéressant. On ne va pas...
Président, l'État gabonais a une dernière décision. Monsieur Kim Koun, qui avait l'habitude de voyager avec la première dame, l'ex-première dame, se souvient-il d'avoir voyagé dans des paradis fiscaux? Je vais citer un certain nombre de pays importants. Les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Hong Kong, l'île Maurice, Jersey, parce que c'est l'île pour les riches, blanchir aussi, et éventuellement l'Afrique du Sud. Répondez directement à la question. L'Afrique du Sud, j'ai été une fois avec Madame Sylvia Bongo Ondimba, mais c'était lors d'un voyage officiel. Donc, elle accompagnait son mari. Hong Kong, nous sommes allés 2 ou 3 fois. C'était lors du premier mandat, je dirais, vers 2012, 2011, 2012 par là. Donc, et ensuite, les îles Vierges britanniques, le BVI. Je suis allé une fois à Tortola, mais ce n'est pas avec Madame Sylvia Bongo. J'étais parti avec Monsieur Alain Malek. Et avec Monsieur Alain Malek. Et à l'époque, Madame Sylvia Bongo avait un dame privé, Monsieur Ivoirien. Et c'était lors de la transaction du transfert de la résidence de Londres au nom de Madame Sylvia Bongo. Donc moi j'ai accompagné ces messieurs, en fait c'est Monsieur Alain Malek et Monsieur Affine Kouassi Didier, le deuxième monsieur. Ils sont partis pour le transfert de la propriété de la résidence de Londres. Et eux, ils sont partis de Paris, et moi je suis parti du Gabon, et je devais leur apporter le passeport de Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui devait servir pour le transfert de propriété de la résidence Puisque nous avons déclaré de devenir le passeport diplomatique français. Et comme ce genre d'opération peut pas faire avec un passeport diplomatique de quel État? C'était le passeport français. On nous voulait avoir le passeport français. J'ai apporté le passeport français à monsieur Mais, Le Président, l'État gabonais s'accroche à M. Kim Koun, parce que ces informations sont précieuses, sont renseignements. Connaît-il la banque Martin Morel? Madame Sylvia Bongo Ondimba était cliente de la banque Martin Morel, soit sur Paris, soit à Monaco. répondez directement à la question. Bon, les comptes de Madame, je répète encore une fois, les comptes de Madame Sylvia Bongo sont gérés par Madame Pascal Tekunda. Bon, Martin Morel, je connais. Ce que je sais, je ne pourrais pas vous dire de précision sur les montants ou les numéros de compte. Ce que je sais, c'est qu'elle avait un compte à Martin Morel, mais je ne me rappelle plus de l'année exacte, je pense que Mme Pascal Tekunda ne peut pas confirmer. Mais il y a quelques années, ils ont décidé de fermer son compte, je pense à cause de son groupe. Donc, après la clôture du compte, je pense que c'est M. Alain Malek qui a présenté d'autres banquiers pour l'ouverture d'un autre compte. Non, c'était ce que vous étiez parfois avec oui, en fait, dans les opérations. Voilà. En fait, comme je vous l'ai dit, je m'occupe un peu du protocole de Madame. Je vais organiser les rendez-vous. C'est-à-dire que Madame Pascal et vous contact banquier, organise le rendez-vous en collaboration avec moi, bien sûr, parce que c'est moi qui donne le planning en disant que oui, à telle période, elle sera présente en France ou ailleurs,
et elle organise un rendez-vous. Une fois qu'elle a organisé le rendez-vous, elle nous transmet les informations. Puisque je dois organiser maintenant l'arrivée, l'aller, et les voitures, des choses comme ça. Et maintenant, lorsqu'on arrive au lieu de rendez-vous, elle entre pour le rendez-vous et nous restons à l'extérieur. C'est un peu le déroulement. Moi et également les ex-dépendants de l'ancien première dame, nous restons tous à l'extérieur et nous préparons maintenant les véhicules pour le départ. C'est un peu notre rôle. Donc, je sais qu'il a été à Martin-Morel, je connais la banque Martin-Morel. Je sais qu'il avait un parce que Mme Pascal a été en contact avec le banquier. Mais je sais aussi qu'à un moment donné, ils ont fermé le compte et que après la fermeture du compte, c'est de faire un avec qui présentait des banquiers des banquiers qui ont accepté son identité. C'est pas évident. Moi, vous ne savez pas les raisons pour lesquelles cette banque a clôturé leur compte. Je ne connais pas la raison exacte. Monsieur le Président, c'est la banque envoie directement les mails aux clients. Mais tout ce que je sais, c'est que la banque, j'avais entendu que le compte était clôturé. Parce qu'il y avait un motif. C'était une période, je pense, un peu sensible. Et le Mont Congo gagné. Avec ces opérations parfois non justifiées, donc la banque c'était l'époque où il y avait. Je pense que c'était l'époque où il y avait l'histoire des liens maladies. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, M. Kimoun a déclaré tout à l'heure, déjà parti aussi hier jusqu'à l'Italie, accompagné de M. Alain. C'est ça? Oui, une fois. Une fois. Et vous avez déclaré que c'était pour aller changer le nom de Crystal Springs. À qui appartient cette société, la Crystal Springs? Voilà, la société Crystal Springs détient la résidence de Londres. Oui, et la raison du voyage était justement c'était la session de voilà, au nom de Mme Sylvie, Marie. Et la maison de Londres, est-ce que vous avez une estimation de la maison de Londres? Vous voulez dire le coût qui je peux pas vous dire le montant, mais je sais qu'à l'époque, comme vous, je regardais les réseaux, tout Internet, tout ça. Je pense qu'ils en ont beaucoup parlé. Et je pense qu'ils avaient estimé la maison à 60 millions de livres sterling. Alors donc, la maison de Londres, la valeur, c'est 60 millions de livres sterling. Comme je dis, je peux pas. Oui, c'est ce que j'avais lu à l'époque. Pardon? Parce que cette maison se trouve dans les quartiers le plus cher de Londres. Exactement. Vous avez reconnu avoir servi de prêt. Oui. Est-ce qu'il vous est également arrivé de procéder à des transactions, à des virements, sur les espèces, ou à les transférer à l'étranger pour le compte de Madame l'ancienne première dame? C'est deux choses différentes. Les sociétés dont je vous ai parlé, je n'ai pas eu à faire de transactions financières sur les sociétés. Voilà. Maintenant, pour ces dépenses personnelles, des achats à l'étranger, au début, ça se passait en espèces. Mais je pense qu'à partir d'un certain... Je ne me rappelle plus de l'année exacte, mais l'Europe a décidé que les transactions en espèces ne devaient plus dépasser un montant de 10 millions par personne. Oui. Et à partir de ce moment, les achats en espèces ne pouvaient plus se faire. Et donc, Monsieur Alain Malek avait organisé un système de règlement via Dubaï. Et donc, lorsqu'il avait des achats à faire, il y avait un devis qui est émis, et ensuite un montant en espèces est mis à sa disposition après sa validation.
Et ensuite, cette espèce est transmise à une personne de M. Alamalek. Et lui, maintenant, s'occupait du règlement de la facture. Et ensuite, la marchandise était mise à disposition. Et comment les espèces sortaient du Gabon? Les espèces sortaient du Gabon via un contact de M. Alamalek qui m'a été présenté. Et donc vous lui remettez les espèces ici? Exactement. À Dubaï. À Dubaï. Exactement. Merci. Alain Malek, il est avocat parisien ou londonien? Je pense que la société est représentée dans quelques pays du monde. D'accord. Oui, mais retenons. Oui, Monsieur le Président, j'ai fait la conversion pour la Cour. La valeur de la villa londonienne de Mme Bongo est de 44 milliards de francs CFA. Oui. Tout le monde Ça soit fixé. Tout à fait. Merci, maître, pour cette précision. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question à Monsieur Kim à propos de cette déclaration. Monsieur Kim, vous avez déclaré au soir du 30 août, alors que vous étiez réunis à la Villa Palmeraie chez M. Nouridine Bongo, alors que vous attendiez les résultats, quelqu'un a appelé M. Yann Goulou. Après le coup de fil de M. Yann Goulou, vous ne savez pas exactement ce que cette personne a dit à M. Yann Goulou. Toujours est-il qu'après ce coup de fil, M. Nouridine a appelé M. Koudjet et lui a demandé d'apporter de l'argent à hauteur de 400-500 millions. 500. 500 millions. M. Koudjet est allé chercher cet argent. M. Koudjet l'a ramené à M. Nouridine. M. Nouridine a pris cet argent et a remis la valise de 500 millions à M. Yann Goulou. Et M. Yann Goulou a pris cette valise, il l'a mis dans sa voiture et accompagné de M. Bouranjani, ils sont allés au centre gabonais des élections. C'est-il vrai? Vous le confirmez ou pas? Vous confirmez vos déclarations ou pas? Je confirme. Merci. Du débat là-dessus, maître. Surtout, cela s'est passé en présence de... Excusez-moi, Monsieur le Président. D'autant plus, cela s'est passé en présence de presque tous les amis. Tout le monde était là quand ces faits se sont déroulés. Donc, et il était bien présent, M. Kimoun, il nous confirme effectivement cela, la mise à disposition des 500 millions de l'accusé Nouridine. Aux témoins ne sont pas accusés ce matin, Yann Goulou et M. Syrien Bouranjami, pour aller déposer au centre. Tout à fait. Oui, vous l'ajoutez, M. Kimoun, vous l'ajoutez? Non, je voulais juste dire que le montant exact, je ne sais pas... Je ne connais pas le montant exact. C'était celui-là. Oui. Question, préoccupation, interrogation, M. le procureur général. Maître. Toujours préciser, pour que les gens comprennent bien, M. Kimoun, quand nous procédons à ces vérifications, c'est bien. L'objectif de la Cour, c'est de comprendre, puisque vos anciens patrons sont poursuivis pour détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Dans les comptes, il y en a, peut-être pas à hauteur de ce que le ministère public qui poursuit et les avocats de l'État, mais où partait cet argent? Parce que le blanchiment passe généralement par les acquisitions immobilières et bien d'autres choses. Donc nous voulons comprendre comment vos anciens patrons ont pu faire pour acquérir tous ces biens. Et si finalement les faits
blanchiment de capitaux, les faits de détournement de fonds publics qui sont mis à leur charge sont véritablement établis. Donc c'est pour cela que nous voulons connaître tous ces éléments et la Cour vous remercie pour votre contribution. Avant toute chose, oui, vous l'ajoutez? Je voulais juste ajouter que, bon, je pense qu'hier, Madame Muriel donc l'avait précisé aussi. En fait, en tant qu'employé de Madame Sylvia Bongo, il nous a toujours été dit que l'argent qui était utilisé était son argent. Ça a toujours été comme ça qu'on nous a présenté les choses. Bon, c'est vrai que ça fait plus de 50 ans que la famille Bongo est au pouvoir. Bon, pour nous, aujourd'hui, on fait un calcul global, donc ça même pour nous, ça nous paraît une somme énorme, mais au quotidien, nous dépensons des sommes, je veux dire, 5 millions par là, 5 millions par là, et au final, en fait, on ne réalise pas le montant global, parce que nous sommes tous les jours dans le quotidien, et nous travaillons de 7 h du matin, des fois lors des voyages, moi je termine à 22 h, 23 h, parce que mon rôle, mon travail commence au réveil de Madame Sylvia Bongo dans les voyages, et mon travail se termine lorsqu'elle rentre à l'hôtel pour dormir. Oui. Donc si elle dîne dehors, ça peut terminer à 22 h, 23 h. Donc en fait, nous n'avons pas le temps de réaliser ou de voir tout ça avec un recul. Donc nous sommes vraiment dans le quotidien tous les jours. Oui. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, bon, on regarde un peu avec recul et c'est vrai que ça représente un gros montant. Mais pendant tous nos services, il m'a été toujours dit que l'avion était une location et que ça ne leur appartenait pas, et que l'argent qui sont dépensés, et même l'argent parce qu'il y avait aussi des bonus, je pense qu'on donnait aux gens, disaient toujours que c'était leur argent. Donc voilà ce que je voulais juste rajouter. Peut-être la Cour n'a pas eu cette précision. La mutation du titre foncier de Londres s'est produite à peu près à quelle période? Je dirais vers 2015-2014 par là. 2014-2015. Et savez-vous à quelle date cette résidence a été acquise, achetée? Je dirais vers 2012, 2011. 2011-2012. C'est après l'investiture, enfin après, je veux dire le 2009. Oui. C'est lors des voyages à Londres, on allait toujours dans les hôtels. Oui. Et à partir d'un moment, elle a commencé à visiter des résidences pour l'achat. Et le transfert s'est fait, je pense, vers 2014-2015. Donc actuellement, c'est la résidence est au nom de Madame Sylvie Bongo. Oui. C'est elle maintenant, légalement, la propriétaire de cette résidence. Exact, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. C'était montré à Monsieur Kim cette facture-là. Est-ce qu'il peut nous dire à quoi cela consiste, ainsi que cette facture de l'horaire? Je pense que ce sont les factures, les honoraires de Monsieur Alain Malek sur la gestion des dossiers de Madame Sylvia Bongo, parce que je vois différents dossiers et les règlements de ces... Ces règlements sont évalués à combien, Monsieur le Procureur général? Oui, Monsieur le Président, je souhaiterais porter à la connaissance de la Cour. Il s'agit effectivement d'une note d'honoraire de M. Alain Malek qui a abondamment été cité, adressée à Mme Valentin Bongo, boîte postale 12 809 Libreville. Le montant, c'est 469 827 €, note d'honoraire. On peut y lire 4 déplacements à Dubaï, carte de résidence et compte bancaire, règlement sac Dior, montant 42 000 €.
contrat Alliance, contrat Albert Pinto, note sur les risques juridiques à Sibat, organisation alimentation, protocole, lettre, 151 000 €. Déplacement à Libreville, rendez-vous entre M. Fouad, rendez-vous de signature de la documentation à Paris, à Libreville avec les différents signataires, 48 500 €. Email de suivi du dossier Crystal Spring, on en parlait tout à l'heure, 1200 €. Revue et modification de la documentation de constitution-échange avec Chris Mackenzie, 28 300 €. Structure principale, 2 réunions avec David Salama à Paris, réunion Libreville avec IE et NB, IE je ne sais pas qui c'est. NB, je crois que c'est M. Noureddine Bongo. NB c'est Noureddine Bongo et IE c'est qui? Pardon? Il y a IE et NB. IE, je ne connais pas. Bref, rédaction du protocole d'accord initial du document relatif à la dette. SPA for Afrique Gabon et contrat rectificatif, protocole de la dette, rédaction de l'ensemble de la documentation, tout cela, voilà. Et c'est payé. Rendez-vous à Londres avec l'avocat de Perenco. Revue de la documentation, rendez-vous avec l'ambassadeur. Échange et correspondant avec Maître Dumont Begui. Courrier à Maître Plumier, étude de documents. Rédaction de l'ensemble de la documentation. C'est cet Alain Malek qui était chargé de créer des sociétés, comme il a dit, à l'étranger pour le compte de Madame Sylvia Aimé Marie-Valentin, épouse Bongo. Et en contrepartie, voici la note d'honoraires payée par l'État gabonais, 469 827 €. Je ne sais pas à quoi ça répond. Peut-être Maître Etenou pourra encore nous dire. Environ 500 000 € une note d'honoraires simplement parce que on s'occupait de la création de la constitution des sociétés et de prendre des rendez-vous avec des ambassadeurs, avec des avocats et également payer les factures à Dieu. Merci, monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie, monsieur le procureur général. Maître, si vous voulez encore ajouter, le témoin est à votre disposition. Monsieur le Président, on souhaite réagir au document dont le procureur général a fait la lecture. Il vient de convaincre l'État gabonais qui s'aperçoit et qui avait déjà des certitudes que M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sylvie Marie Bongo étaient propriétaires de la société Fort Africa qui détenait 2 permis pétroliers au Gabon. 2 champs pétroliers nommés Sardi et Oloui. Donc, monsieur le Président, la lecture de cette facture vous fait comprendre qu'effectivement, Madame Sylvia Bongo et M. Noureddine Valentin étaient bien propriétaires au Gabon de 2 puits de pétrole. Un montage qui est la société Fort Afrique qui a Périn. Donc, monsieur le Président, nous avons tiré les conséquences et rajouté cette facture que vous relevez que l'État va sortir à la fin de ce procès. C'est la Cour qui vous remercie en espérant que, avec Maître Etenou, le second permis, vous l'avez convenablement prononcé. Je pense que c'est son nom mien. Oloui. Parfaitement. Alors, s'il n'y a plus de questions, de préoccupations, s'il n'y a plus de renseignements à obtenir de M. Kimoun, la Cour va donc vous remercier et vous prie de bien vouloir prendre place dans la salle. Merci, Monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie, M. Kimoun. Monsieur Camuset. Que dirait la Cour? Peut-être
vous étiez pour Bongo Valentin, Noureddine, Edouard, ce que M. Kimoun était pour l'ex-première dame, c'est cela? Vous occupiez de ses affaires personnelles? Pas au même niveau. Moi, c'était beaucoup plus les tâches du quotidien, les voyages, les billets d'avion, les billets de train, les réservations de restaurants, oui. De voitures, d'hôtels. Donc à peu près ce qu'il faisait également, oui. Sauf que lui, il était peut-être du fait de sa longévité autour de cette dame. Vous avez travaillé combien de temps avec lui? J'ai commencé en 2017. En 2017, oui. Lui, il était depuis 2009. Et il était beaucoup plus, oui. Quand j'ai commencé en 2017, il voyageait encore en avion commercial. Oui. Et c'est à partir de quand il était CGAP qu'il a commencé à voyager en avion privé. Oui. Bonsoir, procureur général. Monsieur le Président, j'ai une seule question à poser à M. Jordan Camuset. M. Camuset, lorsque vous avez été entendu en enquête préliminaire, pièce numéro 2, feuillet numéro 01/02, vous avez déclaré ce qui suit. Qu'à chaque fois que M. Noureddine Bongo Valentin voyageait, il vous instruisait d'aller voir le trésorier payeur général pour prendre des devises dont le montant minimum était de 100 000 euros. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Je peux rajouter... Comment ça se passait concrètement? Est-ce que ça signifiait à chaque voyage, vous partiez voir l'argent sortir du trésor? Quel était le montant? Vous avez dit 100 000, c'était minimum. Quel était le montant le plus élevé que vous êtes allé prendre au trésor public? 100 000 euros, ça fait combien? 65 millions? 65 millions. 65 millions, voilà. Alors, monsieur le capitaine... Vous de précision à ce sujet, s'il vous plaît. Ils vont nous donner d'autres, peut-être davantage. Monsieur le commissaire, vous avez la parole. Donc, monsieur le président, à chaque voyage, il écrivait, lui, à M. Yann Koubgé, et quand M. Yann, et avant chaque voyage, il me tenait au courant que je implie à te remettre. Oui. Mais le minimum était de 30 000 euros. À chaque voyage, il prenait 30 000 euros, et le maximum que j'ai eu à récupérer auprès de M. Yann Koubgé ou de ses chauffeurs était de 100 000 euros. Mais à chaque voyage, quand il partait, c'était entre 30 et 60 000 euros. C'était essentiellement pour... Cet argent, quand il voyageait, arrivait à Londres, c'était pour les dépenses du quotidien. C'était pour les dépenses quotidiennes. Le restaurant. Le restaurant, oui. Le restaurant, salle de sport, les courses de la maison, payer le carburant des véhicules, les ménagères, le personnel qui pouvait payer en cash, il le payait avec cet argent-là. Approximativement, ça revient combien par an? Selon quelle fréquence vous faisiez cela? C'était par semaine, par mois? C'est les voyages avec... Les voyages ont beaucoup augmenté quand il est parti, après CGAP, quand il est allé s'installer à Londres. Pardon? Les voyages, la fréquence de voyage, oui, exactement, a beaucoup augmenté quand il est allé installer ses enfants à Londres. Parce qu'on était parti une fois, il a dit qu'il partait passer ses vacances à Londres le mois de juillet et d'août. Oui. Et parce qu'il y avait son aide de camp et deux autres militaires qui étaient avec nous. Mais on a vu septembre arriver, on s'est posé la question, mais il y a la rentrée des enfants à Libreville. Pourquoi on ne rentre pas? Et c'est là, un matin, on a vu que les enfants commençaient l'école là-bas. Donc à partir de ce moment-là, on est resté là à attendre le retour sur Libreville. Et après, il a commencé maintenant à venir, on va dire, une fois tous les mois ou une fois un mois et demi à Libreville tout le temps. Et à chaque fois qu'il venait à Libreville, il demandait à M. Yann Koubgé de lui remettre des devises en euros. Et par mois, je dirais par mois 60 000 euros. Donc un voyage? Oui, 60 000 euros par mois. En moyenne? Oui, en moyenne. Qui tenait la comptabilité relative à ces déplacements? Ça pouvait faire donc combien? Bon, moi, par an? Par an, ça peut faire beaucoup.
Parce que l'argent était avec lui, il nous remettait l'argent, on va faire les courses, on lui redéposait l'argent et tous les reçus. Qui tenait sur la comptabilité? Là, les reçus lui étaient remis. Quand je rentrais à Libreville, je remettais à M. Azoul au bureau. Pour du moins, on ne peut pas savoir. Dans tous les cas, on ne faisait que prendre. Bon, il n'avait pas peut-être pas une société pour qui ait cette rigueur comptable. On faisait, à chaque fois qu'il y avait un déplacement, on appelait seulement le directeur général de la comptabilité publique. C'est ce qu'il faisait, oui. C'est cela. Pour son procureur général. Oui, maître. Le Président, nous avons eu à poser une question à M. Kim Hoon tout à l'heure. On n'a pas pu répondre. Les accusés, je vais peut-être nous répéter, soutiennent que l'État gabonais a tout arraché. Monsieur Kamuzet, qui était si proche de M. Valentin, pouvez-vous indiquer à la Cour si M. Nréli Bongo Valentin était propriétaire de biens à l'étranger et disposait-il de comptes bancaires à l'étranger? Répondez directement à la question, plus tout comme M. Kimoun, c'est vous qui l'accompagnez un peu partout. Quand on était à Londres, il habitait chez ses parents. Ensuite, il a déménagé, il a acheté un appartement. Donc, à Londres, il y a un appartement. Il a un deuxième appartement. Il y a un deuxième appartement, toujours à Londres, qui est style duplex, studio duplex. Et ensuite, là où il réside jusqu'au 30 août, je travaille encore, une maison dans un grand quartier de Marie-le-Bonne. Ensuite, il a une maison à Rabat, il a un appartement qu'il loue à Dubaï, et je sais qu'il a une maison en construction à Dubaï. Ces biens immobiliers ont été acquis à peu près à quel moment? À quelle période? Pour Dubaï... Commençons par Londres. Bon, Londres, je dirais 2019... jusqu'à 2019. À partir de 2019 jusqu'au 2020, il a eu son... À Marrakech À Rabat, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je suis arrivé là-bas, il a ménagé déjà là, mais c'était dans cette période-là aussi, 2018-2019. À Dubaï Dubaï, je dirais pareil, 2020. La maison en construction, les travaux ont débuté à peu près quand? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu, j'ai entendu qu'il avait une maison en construction, parce que quand il avait pris l'appartement, c'était un appartement de location, il avait dit que bientôt j'aurai ma maison, elle est en construction. Maître? Monsieur le Président, monsieur Kamuzet, parce que il semblerait que tout est basculé après l'AVC du président. Il semblerait que certaines personnes aient changé de vie, de train de vie. Monsieur le Président, est-ce que M. Jordan Kamuzet peut vous dire si, après l'AVC du président, M. Nréli, d'après lui, sa compréhension, son sentiment intérieur, était devenu président du Gabon? Monsieur Kamuzet, avez-vous constaté les pouvoirs de votre patron agrandis après la maladie de son papa? Oui, son comportement a changé. Oui. Et plus encore quand il était aussi CGAP. Et après. Il avait plus de contrôle. Il s'est dit, il convoquait les membres du gouvernement. Oui. C'était vrai. Il Oui. donnait des instructions. Oui. Au-delà de ses fonctions de coordinateur général des affaires présidentielles, Oui. cela continuait toujours. Quand il était à Londres, il m'est arrivé de l'entendre parler avec des membres du gouvernement pour lui donner des instructions. Signait-il certains documents officiels avec le cachet blanc? Bon, là les deux cachets que moi j'ai vus, c'était les cachets quand il était CGAP. Oui. Parce que dans la résidence à Londres, on ne rentre pas, nous on reste à l'extérieur avec les chauffeurs et la sécurité. Il n'était plus coordinateur général des affaires présidentielles.
il se présentait en tant que qui, quand il convoquait certains membres du gouvernement, certaines hautes autorités de l'administration gabonaise? Je pense... Comment il se présentait? Je pense... Bon, en tant que fils du président. En tant que fils du président de la République, je pense. Quand il appelait, peut-être, il y avait des coups de téléphone. Oui, il appelait monsieur Mohamed, il donnait les instructions. Je suis... non, il appelait... Il donne son nom, il donne les instructions. Il n'avançait pas une fonction, un titre. Non, mais toujours les instructions avec la pression. C'est papa qui m'a dit. Ça arrivait aussi, oui. Qu'ils disent que c'est papa. Au début, oui, j'entendais souvent ça quand il parlait. Le boss a dit, le boss a dit. Maître Gonjo. Je voudrais poser quelques questions à M. Chantal Kabouté. M. Chantal Kabouté, vous avez déclaré que vous connaissiez M. Nouridine depuis l'âge de 4 ans, que vous jouez ensemble quand vous étiez président, ce dont on ne doute pas. Ce que nous aimerions savoir, c'est quel était votre salaire pour le travail que vous accomplissiez pour lui. C'est la première question. Répondez directement à la question, peut-être pour évoluer étape par étape. Oui, allez-y. Quand j'ai commencé en 2017, j'ai commencé avec un salaire de 1 million, payé jusqu'à 2020. En 2020, je suis passé à 2 millions. Et à partir de 2022, j'ai reçu un appel de M. Yann Koubgé qui me disait que M. Nouridine m'octroyait une prime. Quand j'ai regardé mon virement, j'ai remarqué que je ne touchais plus... j'ai reçu la somme de 5 millions, mais j'ai remarqué que mon salaire, je ne percevais plus mon salaire de 2 millions de Mayena. Donc, je pense que moi j'en ai déduit que j'ai eu une prime de 3 millions et ils ont fait mon salaire qui était de 2 millions. Oui, maître. Oui, est-ce que vous étiez fonctionnaire? Étiez-vous agent public? Non. Là, vous étiez payé par le trésor public? J'étais payé par M. Yann Koubgé. Pardon? J'étais payé par M. Yann Koubgé par virement. Par M. Yann Koubgé. Le trésor? Oui. Oui, maître. Dernière question. Il a déclaré en enquête préliminaire que M. Mayo Banga, un sujet de nationalité indienne, proche de M. Gagalika, était chargé de payer les employés de l'ONU. Ce que je voudrais savoir, combien d'employés y avait-il dans la maison londonienne de M. Nouridine Bongo? Combien d'employés à son avis? Avez-vous une idée du nombre du avez-vous une idée de l'effectif du personnel des résidents dans le militaire? Combien de personnes travaillaient dans les résidences? Oui. Une dizaine de personnes. Mais encore de tout, ça ne peut pas. Merci, Monsieur le Président. Je pose à ce que M. Camuset peut nous donner la balle, parce qu'ils étaient si proches. Les deux appartements londoniens, est-ce que vous étiez là, ils ont coûté combien? Ou si vous n'étiez pas là, à montant à peu près de la valeur de ces deux appartements. La maison de Rabat, est-ce que vous avez une idée également de la valeur? La maison en construction à Dubaï aussi, première question. Deuxième question, il résulte des différents statuts. Vous avez servi le président. Comment cela s'est passé? Est-ce que vous avez été libéré pour cela? Et enfin, avez-vous, pour le compte de M. Nouridine,
effectué des transactions, avez-vous procédé à des virements, soit à l'international, à l'extérieur? Et quel était le montant de ces transactions? Répondez directement en question. Pour les valeurs, mais ce que parlons des quartiers où il y a le lien, comme les quartiers pareil pour Rabat. Je n'ai pas parlé de société, comment on peut se Cette question, M. le Président, c'était pour dire que si à ce niveau de responsabilité, si le fils d'un chef d'État consomme de la drogue, imaginez l'impact sur les réseaux de drogue dans le pays. C'était juste pour ça, M. le Président. Merci. Oui, mais
le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, le procureur général a parlé d'une SCI et la SCI MIA. M. Camuset affirmait qu'il était juste de près de nom. Est-ce que M. Camuset peut, aujourd'hui à la barre, nous confirmer que cette SCI appartenait bien à M. Noureddine Bongo Ondimba? Appartient toujours. Elle appartient toujours. D'accord, ok. Monsieur, vous parlez un peu plus fort. Monsieur Mohamed Samy, il m'a demandé de ces documents, parce que la famille essayé d'éviter et j'avais fait une présentation. Il était revenu vers moi en me disant que je ne sais pas si vous voulez Monsieur le Président, je comprends la pression qui a été exercée sur M. Camuset. La SCIA est propriétaire du titre foncier 22-300. La superficie dont M. Noureddine Bongo Valentin est propriétaire est de 1 100 mètres carrés, 110 hectares, d'une valeur de 60 milliards. Celui qui a signé la cession de GZ dans la zone économique de Corps, parce que ça a été une vente entre GZ et la SCIA pour la somme de 60 milliards. Et la signature de l'achat de cette parcelle, l'acquéreur, c'est M. Jordan Camuset. Je comprends pourquoi il a subi la pression. C'est 110 mètres, 110 hectares, c'est à peu près au Gabon 3 fois la baie des Rois. Donc, ce serait quelques observations. Il est important de faire la facture parce que, n'ayant aucun poste, étant détenteur de 3 fois la baie des Rois, bon, 50 ans de Bongo ne peuvent justifier telle propriété. Mais l'État tirera les conséquences des Rois dans les exploitations. Le grand, vous n'avez pas parlé. Vous l'avez présenté, vous avez dit non. Alors, question préoccupation. Si j'ai tout compris, M. Jordan Camuset nous dit ici que il était très long. On lui a amené des documents à signer. Mon confrère tout à l'heure lui a rafraîchi la mémoire à propos de l'acquisition d'un terrain de 1 112 000 mètres carrés. Apparemment, il ne sait pas de quoi il retourne. Alors j'ai une question. Est-ce qu'il trouvait ça normal
on lui présente des documents, on lui demande de signer des documents dont il ne connaissait absolument rien. Parce que si on lui donne des documents à signer et qu'il ne connaît pas le contenu que cette signature est supposée attester, ça veut dire qu'on pourrait lui faire signer tout et n'importe quoi. Donc j'ai une question pour lui. Est-ce que cette situation n'était pas de nature à l'inquiéter? Est-ce qu'il s'en est inquiété un jour? Ou alors est-ce que les millions qu'il recevait sur son compte ont grandement facilité sa perte d'audition, sa perte de vue? Bref, est-ce qu'il n'a pas été anesthésié? Donc il nous dit, comment est-ce qu'il a vécu ça? Donc ça veut dire évidemment que tout ça ne lui apparaissait pas clair. Il avait bien conscience que tout ça n'était pas clair. Vous savez, au fond du groupe, les choses n'étaient pas. Merci, M. le Président. C'est un petit peu en très connu que moi. Monsieur le Président, à un moment donné, de sorte que c'est mon finalement du sujet, il est là, de renseignement. Nous voulons, voyez-vous, par cet interrogatoire, nous voulons comprendre comment l'acquisition s'est effectuée. Le nom qui est juridiquement reconnu, il est là devant, nous dit, il ne serait même pas si possible. Mais pourtant, c'est un document à forte portée. Donc, un document qui pèse un peu plus de 60 milliards de francs CFA. Ici, pour les humains, c'était la latitude de pouvoir parcourir. Et comme je viens de vous dire, c'était la latitude de donc, c'était très éclaircissement des fonds responsables de ça. Puis, Monsieur le Président, Monsieur Samuel répond un proche, un très très proche de M. Peut-il nous dire si M. Noureddine était quelqu'un de respectueux? Est-ce qu'il a déjà vécu des humiliations de M. Noureddine? Répondez directement à la question. Qui pourrait être respectueux, en même temps aussi, pour les domicilier, dans sa manière. Qui pourrait être allé par très respectueux. Alors, un peu plus fort, mais tout à fait. Il pourrait être respectueux, mais il se montre aussi très menaçant et très humiliant. Exact. Je peux continuer, à table, sa famille, personnellement, vous l'avez reçu, vous l'avez été victime. Et non, c'est même ça. Par exemple, je me suis trompé de l'affaire à amener, que c'était pas ça qu'on me demandait, que c'était pas ça que j'avais lâché, que j'avais pas le famille de moi. Quand c'était pas ça, il fallait voir si c'était pas ça, c'est ça que je demandais. Pardon. Quand il fallait tout engager à amener, quand on ramène quelque chose, on fallait voir en hiver, oui,
est arrivé en fois, par exemple, alors qu'on vous avait récupéré une commande apportée, quand on a amené la commande chez lui, elle était froide. C'est pas comme l'hiver. Il nous a ajouté, il nous a dit de repartir à chez lui. C'était froid. Très exigeant, c'était même trop exigeant. Monsieur Camuset, Monsieur le Président, Monsieur Nourézi avait-il l'habitude de se balader dans les grandes villes? Monsieur Nourézi est-il déjà allé dans les quartiers populaires, à Guébé, à Djibouti, dans ces quartiers qui c'est sous-intérêt, puis vous arrivez à faire un tour dans ces quartiers. Non. Si vous ne faites pas, le trajet qui les fait régulièrement, c'était la résidence et sa résidence. Ou sinon, sa résidence, je ne sais pas. Ou sinon, il conduit de la politique. Monsieur Camuset, vous qui le connaissez bien, Monsieur Nourézi aimait-il une spécialité gabonaise? Mangeait-il gabonais? En tant que gabonais, quel était son plat gabonais préféré? Je disais qu'il y avait le houmous, mais pas aimer Gabon. S'il vous plaît. Je voudrais poser une question à M. Cassesset. Il y a certaines photos qui ont été prises. Ce sont des photos d'un ancien, c'est un grand footballeur qui était venu ici en Charente. Et est-ce que vous connaissiez la réelle visite de l'intéressé? Qu'est-ce qui était réellement venu? Je ne parle pas de la version officielle qui consistait à, je pense, à l'inauguration ou à la pose de dernier apprenti. Connaissez-vous la principale raison de son déplacement au Gabon? Je parle de M. Lionel Messi. Je ne connais pas pourquoi il est venu. Vous ne connaissez pas? Vous ne vous êtes pas retrouvé avec lui dans l'intimité, au Mayena ou à la maison, vous ne l'avez pas vu? Le jour où je l'ai vu, c'était à Mayena, mais le soir même, il a voyagé. Ah, le soir même, il voyageait? Oui. Parce qu'il n'avait même pas. Moi, je l'avais vu au restaurant Mayena. Vous l'avez vu au restaurant? Il était venu, si vous ne le saviez pas, il était venu, c'était un simple caprice. Il était venu pour un anniversaire. Voilà, il était venu pour cela. Il est venu pour ce qui avait été présenté officiellement, c'était la cause de la prière. Et cela a coûté très cher au contribuable gabonais. Nous allons revenir là-dessus dans le Donc, c'est bien sûr qu'il était venu, il a assisté à un anniversaire de la famille. Pendant son séjour ici. C'était pas alors, question, ce conseil de M. Camuset plaignait un peu des questions imposées à leurs clients et ces conseils auraient constaté que toutes les questions qui sont posées sont en relation avec des accusés. Aucune question ne les posée directement et encore moins sur les faits qui sont reprochés. C'est juste pour nous éclaircir sur les faits moins significatifs des accusés. Donc ce n'est pas le procès de M. Camuset ici. Question.
Mais nous sommes procureur général. La Cour vous remercie pour votre contribution et Monsieur le procureur général, pensez-vous qu'il est encore nécessaire de rejeter le dernier témoin? Est-ce que aussi bien le parquet général que les conseils de l'État n'ont pas suffisamment d'éléments pour exposer les biens de leur réputation pour les sauveurs funéraires? Je pense que nous pouvons nous arrêter là. Oui. Alors, nous allons passer à cette phase importante. Je pense, comme cela se veut dans le style de notre procédure pénale et les pratiques judiciaires, nous commencerons par les plaidoiries de la partie civile, donc les avocats de l'État devront venir nous dire ce qu'ils réclament, parce que c'est essentiellement pour les intérêts civils également privés, même si bien sûr il va falloir démontrer la commission de l'infraction, mais qui est essentiellement du ressort